Bonjour, donc bienvenue pour ce troisième numéro de Mezzé. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre avec un grand témoin méditerranéen. Après avoir eu l'honneur de recevoir Nasser Kamel, le secrétaire général de l'UPM, et Monsieur Karim Amelal dans le cadre du Forum des mondes méditerranéens. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Sa Majesté la Princesse Rimali en tant que président de la Fondation Anna Lindh. Comme d'habitude, je fais avec vous un petit point technique. C'est un enregistrement qui a lieu dans le cadre donc, des activités de la COPEAM et qui est destiné en partie aux journalistes du pourtour du Méditerranéen et membres de la COPEAM. Vous allez pouvoir tout au long de l'émission poser des questions via le système de questions-réponses qui est disponible dans la barre d'outils. Et à noter également qu'il y a une traduction simultanée. You can access to the simultaneous translation using the button on the Zoom toolbar. Voilà, je vais passer la parole à Franck Lidon qui va nous faire une petite ouverture et l'émission sera animée par trois journalistes provenant des radios membres de la COPEAM, Jérôme Suzini de Radio France pour France Bleu RCFM, Dina Abdelmegid pour Radio Le Caire et Linda Ouadma pour Alger Chaîne 3, la radio algérienne. Franck, à toi la parole. Merci Guillaume. Eh bien oui, la chance de présider l'ensemble de ces radios du bassin méditerranéen, aussi bien au sein de Radio France que évidemment au sein de la COPEAM. Eh bien nous voilà en effet réunis pour ce Mezzé avec la représentation, je le disais un instant, de l'ensemble des médias de service public méditerranéen, avec nous des journalistes installés en Égypte, en Algérie, mais en France aussi, pour nous éclaircir peut-être sur d'autres demain méditerranéens, d'autres demain, d'autres promesses. Pour cela, évidemment, la Fondation Anna Lindh, mais nous ne pouvions commencer notre travail sans évoquer la perte de notre consoeur, Shirin Abdou Hakela, de la chaîne Al Jazeera, lors de cette opération en Israël, en Cisjordanie, hier. Pardonnez-moi de cette émotion, mais il est vrai que dans le cadre de nos fonctions, tous journalistes, la difficulté d'exercer aussi à l'heure actuelle, partout dans le monde, reste une difficulté. Jérôme. Le son, Jérôme. On n'entend pas. Ah, désolé, on a un petit problème technique. Ça marchait tout à l'heure. Je vous propose que nous donnions la parole à Linda de la radio algérienne, en attendant que la communication avec Jérôme Souzini, journaliste de Radio France, revienne. Linda. Oui, alors je représente la radio algérienne dans ce Mezzé et donc je suis ravie de participer à ce troisième numéro. Et donc nous allons parler aujourd'hui d'abord nous allons parler du parcours de Sa Majesté. Dina Abdelmegid est là pour poser des questions aussi sur ce parcours-là. Jérôme, donc tu auras aussi à poser des questions sur le volet culturel et nous aborderons aussi le troisième volet qui est l'impact de ce qui nous entoure aujourd'hui, les différentes crises, la crise sanitaire, la guerre en Europe aujourd'hui sur le bassin méditerranéen. Et vous êtes là, Rim Ali, pour réagir à toutes ces questions. Dina? Bonjour. Ou alors on revient à Jérôme peut-être. Voilà, mon micro est bon? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon, on t'a récupéré. Parfait, la voix c'est important, surtout quand on fait de la radio et c'est ce que l'on fait tous au quotidien. Cette rencontre Mezzé d'ailleurs n'est un exercice de radio finalement, sauf que l'on peut se faire coucou et en image, on est heureux de le faire depuis toutes nos régions de Méditerranée. Je parlerai effectivement avec vous, madame, de culture, de nécessité d'échange et de les approfondir parce que Dieu sait que pendant quelques années et encore ces quelques mois passés, les choses ont été compliquées pour nous tous et surtout pour nos jeunes, mais on compte sur eux et on en parlera.
Merci. Alors, bonjour, princesse Rimali. Avant juste de commencer, être princesse, est-ce que vraiment ce titre a des exigences, a des contraintes, ou c'est-à-dire ça vous empêche parfois de faire quelque chose ou de donner votre opinion sur une affaire qui doit être, c'est-à-dire qu'on vous demande votre opinion en tant que femme ou en tant que princesse? Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Je me joins quand même à Franck aussi pour une pensée en tant qu'ancienne journaliste moi-même aussi, une pensée pour Shirine Aboulaqel qui a été tuée. Et effectivement, ce sont des actes comme ça qui évidemment exacerbent des conflits, ne font pas grand-chose euh, pour promouvoir le dialogue. Mais en tout cas, une pensée pour elle. Alors, pour commencer avec la question de Dina, vous savez, être princesse, il faut savoir, oui, comme vous dites, il y a des contraintes, il y a des privilèges, bien sûr, mais en fait, je dois dire que quand même, j'ai la chance d'être dans un pays où, en fait, il y a eu des princesses avant moi qui ont ouvert la voie, qui ont permis un rôle vraiment qui nous ont permis d'avoir un rôle, d'avoir une voix et de faire des choses et de dire des choses aussi. Évidemment, je ne me mêle pas de ce que fait le gouvernement, ça n'est pas du tout de mon ressort, ce qui est normal et c'est probablement une bonne chose. Mais j'ai commencé enfin, ma vie de princesse, entre guillemets, ici, en faisant du travail avec justement des jeunes, des ONG, des cinéastes, des jeunes cinéastes, des jeunes qui veulent faire du journalisme. Et c'est quelque chose où j'ai beaucoup de liberté, disons, je pense. Bon, c'est quelque chose aussi de très, très satisfaisant au jour le jour. Il y a des défis, comme partout, en Jordanie comme ailleurs, mais c'est quelque chose aussi de très satisfaisant. Donc, on vous appelle comment? Princesse Rimali ou Madame Rimali? On m'appelait madame, vous savez, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout, on ne va pas se formaliser. Alors, je vais quand même rappeler, Princesse Rimali, vous êtes la fille de Lat Brahimi, ancien ministre algérien des Affaires étrangères et haut fonctionnaire de l'ONU, et l'épouse du prince Ali Ben El Hussein de Jordanie. Votre mère est moitié croate et moitié arménienne. Est-ce que ce mélange de cultures a influencé votre carrière? Certainement, certainement. Enfin, en tout cas, je crois que c'est un mélange de cultures que j'ai toujours trouvé, pour lequel j'ai toujours été reconnaissante et que j'ai toujours trouvé très enrichissant. Et je crois qu'il m'a permis, en fait, très tôt de... Je crois qu'en fait, justement, tout ce qui est interculturel, tout ce qui est diversité, évidemment, sont des choses presque naturelles pour moi. À la limite, j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas comprendre, peut-être parce que justement, j'ai eu la chance de naître dans un milieu un peu comme ça, multiculturel, et de voyager assez jeune. Et en même temps, je vois tellement l'importance de ce dialogue, l'importance de cette diversité, l'importance de cette intégration, de faire de l'espace méditerranéen un espace de paix et de dialogue. Et donc, c'est quelque chose, oui, effectivement, ça me rend peut-être justement particulièrement passionnée. Et vous avez quand même, avant d'épouser son Altesse royale, le prince Ali Ben Hussein, vous avez travaillé pour de nombreux médias internationaux, dont CNN, où vous avez commencé comme productrice, puis en tant que correspondante à Bagdad. Mais votre périple ne s'arrête pas là. Vous avez pu étendre votre expérience en travaillant pour la BBC, Dubai TV, Bloomberg TV, Radio Monte Carlo, Orient et United Press International. Princesse Rimali, vous êtes vraiment une femme de médias engagée. Merci. Enfin, oui, j'avais commencé effectivement mon parcours en tant que journaliste. C'était aussi quelque chose qui me passionnait, justement, de comprendre, d'écouter et de raconter un petit peu aussi les histoires des autres. Et c'est quelque chose c'est un métier que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Surtout lorsque j'étais correspondante. Enfin, j'ai été productrice correspondante dans plusieurs endroits. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé,
ça, vous savez, ça permet de vraiment aller à l'encontre de gens de toutes les cultures, justement, d'aller à l'encontre de gens qui habitent et qui vivent enfin, de tous les niveaux socio-économiques qu'on puisse imaginer. Donc, et c'est très intéressant. Et ça permet aussi de donner une voix aux gens qui n'ont pas toujours de voix, d'ouvrir parfois des fenêtres sur des endroits qui n'ont pas, oui, enfin, qui sont un peu moins connus d'autres. Et je crois que ça, c'est un peu ça, hein, quand on parle de dialogue interculturel, ce qui est important aussi, c'est de se connaître d'abord. Et on ne peut pas se connaître, justement, les médias ont un rôle et une responsabilité très, très importante là-dedans. Et voilà, donc ça, c'était ma vie, effectivement, mon autre vie avant. Et j'ai eu la chance de pouvoir un petit peu garder un pied là-dedans, puisque quand je me suis, après que je me sois mariée, évidemment, il y avait un conflit d'intérêts. Je ne pouvais plus être reporter comme avant. Mais j'ai créé une école de journalisme ici à Amman, le Jordan Media Institute. Et voilà, on enseigne le journalisme. J'ai des étudiants, on en est à la 13e volée qui passent leur maîtrise de journalisme avec nous. Et voilà, et on fait aussi des formations, des choses. Très bien. À travers votre fondation et à travers, maintenant, vous présidez la fondation Anna Lindh. Alors, comment pourrons-nous vraiment accentuer ou promouvoir le dialogue interculturel? Alors, il faut savoir que la fondation Anna Lindh vraiment est une fondation très, très particulière, très unique. Et justement, elle a une façon assez unique, du coup, de promouvoir ce dialogue interculturel, parce que c'est une fondation c'est une organisation internationale qui est issue d'une volonté très claire au départ d'États qui se sont mis ensemble lors du processus de Barcelone et qui ont voulu voir les deux rives de la Méditerranée dialoguer, mais aussi qui est née de cette prise de conscience que les États ne peuvent pas tout faire et qu'il faut absolument engager la société civile. Ce qui fait que la Fondation Anna Lindh a été créée comme le réseau des réseaux, entre guillemets, et c'est une organisation qui chapeaute, si vous voulez, plus de 4500 ONG ou réseaux, et à travers les 42 pays de l'Euroméditerranée. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors là, on soutient énormément de projets. C'est une fondation orientée vers la jeunesse. On essaye de créer des conditions, des opportunités pour développer ce dialogue à travers ces ONG. On les soutient, on crée des programmes et on soutient les programmes qu'eux proposent aussi. Et bien sûr, on constate évidemment qu'il y a un énorme besoin de tout ça, surtout maintenant après la pandémie. Enfin, on a l'impression de revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a eu 2 ans. Bon, le dialogue en ligne, c'est bien, c'est mieux que rien, mais c'est pas comme le dialogue face à face. Oui, c'est-à-dire, donc, vous avez pris votre fonction, je rappelle, en 2021, c'était en pleine crise Covid. Et comment vous avez pu prendre, c'est-à-dire vos fonctions et faire des activités et des projets pendant cette crise-là? Alors, j'ai commencé effectivement en 2021, en septembre officiellement. Enfin, on avait commencé déjà un petit peu à mettre certaines petites choses en place. C'était au départ effectivement un petit peu compliqué. On a mis du temps, les premières réunions avec les chefs de file, c'est ce qu'on appelle les chefs des réseaux dans tous les pays, ont dû être en ligne effectivement. Mais dès qu'on a pu faire ça en personne, on a fait ça en personne. Et donc, ça nous a permis quand même de les écouter, d'entendre quelles étaient leurs priorités, quels étaient leurs soucis, leurs défis, et de voir comment on peut travailler. Et on a fait des premières réunions en personne, finalement, avec les chefs de file au Caire. Enfin, le directeur en avait déjà vu certains quand même à Bruxelles, mais au Caire, on a fait ça à Alexandrie, pardon, parce que le siège de la Fondation Anna Lindh se trouve à Alexandrie. C'est aussi hautement symbolique et c'est quelque chose de merveilleux, bien sûr. Et donc, ça nous a vraiment donné une opportunité d'écouter quels étaient les besoins justement de ces jeunes, quelles étaient leurs priorités et ce qu'on pouvait faire. Et de là sont sortis justement, on a pu justement établir un petit peu un programme d'action
Et je dois dire que c'est très important parce qu'on parle beaucoup de dialogue interculturel et c'est facile de parler, mais c'est l'action qui compte, évidemment. C'est ce qu'on fait concrètement qui compte. Et c'est très important, en tout cas pour la Fondation Annaline, de vraiment être dans le concret et pas seulement dans le discours. Alors, je vais prendre la parole, Madame Rimali. Vous dites l'action qui compte, le concret, la jeunesse. La jeunesse, on la connaît, elle absorbe, elle est bouillonnante, elle est participante, et puis après, elle rentre dans le cycle de la vie, rattrapée par les vicissitudes de la vie, les difficultés du monde. La vraie question, c'est sur l'investissement que l'on fait dans cette jeunesse, l'impact de l'action de votre fondation ou de quelle que soit une fondation dans ce monde, mais de votre fondation dont on parle actuellement, cet impact, qu'est-ce qui reste de l'investissement dans la vie, dans le quotidien de ces jeunes et puis dans la société, dans nos sociétés? Alors, j'espère quand même qu'il reste beaucoup de choses, mais encore une fois, bon, nous, on commence à peine, comme vous le savez, et vous avez raison, en fait, c'est quand on est jeune, on veut changer le monde, on commence, on fait des associations, on fait des actions, et puis après, effectivement, il y a la réalité, il y a la vie de tous les jours qui prend le dessus. Mais cet investissement est très important. Il ne faut pas oublier justement que leurs idées comptent, leurs idées sont importantes. Alors, nous, ce qu'on fait, en fait, on attaque ça par plusieurs angles. L'un, c'est que, bon, on fait beaucoup d'appels d'offres. Il y a des programmes pour lesquels on leur demande, disons, de venir vers nous, qu'on va soutenir, comme un programme qu'on vient d'annoncer sur la mobilité, qui va faire, j'espère, en tout cas qu'avec ces réseaux, les réseaux qui s'intéressent à ce programme, il y aura des programmes d'échange de mobilité en ce qui est connaissance, d'échange d'entrepreneuriat, d'échange aussi de résidence artistique et culturelle, parce que ce sont ces échanges physiques, finalement, je crois, Voilà, qui sont les plus porteurs. c'est ce que je voulais vous dire. On est resté dans ces 2 dernières années, allez, dans le virtuel. Ça donne des bonnes choses puisque ça nous permet effectivement ces habitudes d'échanger aujourd'hui et d'aller très très loin dans la discussion et dans les lieux. Mais nos cultures, nos traditions sont basées sur des espaces, des lieux qui nous manquent. Effectivement, par exemple, Marseille a ce superbe musée, il y a des endroits de rencontre tout autour de la Méditerranée. Cela manque peut-être aussi ces lieux de rencontre. Absolument. Et je crois que tout le monde a souffert de ça pendant les 2 dernières années. Et le dialogue, tout ce qui est dialogue interculturel a quand même souffert. Alors, comme vous disiez, effectivement, en ligne, ça nous a permis de maintenir en tout cas une conversation, mais on ne peut pas remplacer ça par les espaces physiques où les jeunes se rencontrent. Nous étions censés, enfin, la Fondation Annaline était censée avoir un de leurs grands forums méditerranéens en Croatie en 2020, lorsque le Covid a frappé le monde. Et donc ça a été remis. Nous comptons absolument, enfin, très bientôt, recréer une sorte un forum qui permette à ces jeunes de se croiser, de se rencontrer. Il y a eu, je suis sûre, j'ai vu que vous avez discuté avec le secrétaire général de l'UFM, l'ambassadeur Nasser Kamel et l'ambassadeur Karim Amelal, l'ambassadeur de France à la Méditerranée. Il y a eu le Forum des mondes méditerranéens qui était déjà un début aussi, une opportunité pour ces jeunes de se rencontrer, d'échanger des idées. Mais c'est extrêmement important d'avoir ces lieux. Et je dois vous avouer que ce qui est aussi très important, il faut qu'il y ait une réalisation aussi de la part des gouvernements que bon, il faut retourner un petit peu à une politique de visa peut-être un peu plus, si je peux me permettre, un peu plus ouverte, parce que si on veut des échanges physiques, il faut que les jeunes puissent vraiment voyager, circuler. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de facilité accordée. Je pense que tout le monde en est conscient et je pense qu'on va voir ça. Je suis assez confiante, mais je voulais le signaler parce que c'est quelque chose d'important. Si on ne peut pas parler de dialogue sans parler d'échange face à face, je crois. Alors, vous l'avez dit, il faut échanger entre nous tous. Personnellement, j'aime pas tellement le terme. C'est souvent le terme quand on parle de Méditerranée des 2 rives, parce que Oui. quand on travaille chez nous dans les radios où il y a plus que 2 rives, il y a des criques et des plages et des vallées qui vont derrière. Mais ça, c'était pour notre côté poésie du moment. Cela dit, c'est moins poétique. L'autre fait toujours peur dans nos sociétés. L'autre fait toujours peur. On l'a bien vu pour parler politique lors des dernières élections présidentielles en France.
un vote d'extrême droite qui va en augmentant, et en même temps, on a vu un vote des jeunes qui va en diminuant, c'est-à-dire que les jeunes, pour beaucoup, se sont abstenus dans ce vote aussi. Il y a un déficit peut-être de la part des jeunes d'information ou d'intérêt à la chose politique. Est-ce que les jeunes et la politique, c'est quelque chose sur lequel il faut nécessairement travailler, ou doit-on rester sur les jeunes et la culture, les jeunes et la notion juste d'échange d'égal à égal? C'est compliqué. C'est compliqué, mais je crois que c'est quand même nécessaire. Et je crois que si on peut encourager des jeunes effectivement à rentrer enfin, les jeunes, ce sont eux qui vont construire notre monde demain. Donc, s'ils ne rentrent pas en politique, il y a un moment où ça va poser problème. Donc, Comment leur donner goût à la politique? Pour leur donner goût à la politique, il faut peut-être leur donner un peu plus d'espoir que les actions qu'ils mènent au niveau de la société civile déjà ont un impact. Et je crois qu'il faudrait qu'ils voient cet impact et qu'ils voient qu'il y a des changements concrets qui se réalisent. Ce n'est pas toujours évident. Effectivement, on ne peut pas… Vous savez, c'est une région, comme vous avez dit, il y a des criques, il y a des choses, ce n'est pas deux rives, une comme ça, une comme ça. Il y a des tas de différences entre les différents pays aussi. Il y a des pays qui sont peut-être plus… où il est plus facile, peut-être, ou perçu en tout cas comme plus facile d'avoir ce genre d'espoir, et des pays où ça l'est un peu moins. Mais cela dit, je crois que justement, c'est très important que, quand vous avez parlé un peu avant d'investissement. Un investissement dans cette jeunesse est crucial, parce que c'est cette jeunesse, il faut qu'elle soit pas seulement écoutée et reléguée au banc de bon, voilà, on vous a écouté. C'est écoutez, mais venez, joignez-nous à cette table et travaillez avec nous réalistement enfin, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais ce n'est pas évident. Je vous dis ça parce qu'on a eu cette expérience justement lors du Forum des mondes méditerranéens avec 200 jeunes qui avaient constitué ce plaidoyer pour la Méditerranée, qui avaient été rassemblés et c'était très intéressant. Ils avaient des idées, ils ont mis en avant des idées extrêmement intéressantes. Et on constate deux choses. On constate d'abord que, en fait, ils rêvent d'une Méditerranée comme on voit l'Europe. L'Europe a cette perception dans l'idée de beaucoup de jeunes. Je pense que voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de points positifs en Europe, avec une Europe un peu, il y a eu Brexit, il y a eu des choses, je ne dis pas, mais enfin, dans l'ensemble, quand même, il y a une unité et il y a des programmes pour les jeunes, il y a des programmes pour les entrepreneurs, il y a des programmes pour… Et en fait, ils rêvent d'une Méditerranée qui est un petit peu à l'image de cette Europe, avec cette unité, cette solidarité, des programmes un peu pour tous. Et d'autre part, ce qui était aussi très, très intéressant, c'est que tout ce qu'ils demandaient, c'était d'avoir justement une place à la table. Alors, Voilà. à ce stade, puisque la deuxième partie de cette émission, nos intervenants, ceux qui nous suivent pourront poser des questions, mais d'ores et déjà, Guillaume Ortieu-Campion, je crois que nous avons des questions de ceux qui assistent, qui participent à ce mésé. Merci Jérôme. Oui, effectivement, j'ai déjà une question. Je vais passer la parole à Thierry Pardy de France Télévisions, de France 3 Corse via Stella, plus précisément, qui va une question pour Madame Rimali. Thierry, bonjour, est-ce que tu nous entends? Thierry? Bon, Thierry n'est pas là. Peut-être qu'on peut, Linda, poursuivre notre échange. Non, sinon j'ai sa question par écrit, donc je peux me faire porte-voix de sa question éventuellement. J'aimerais bien qu'on entende la voix de notre ami Thierry de Oui. France Télévisions. Ça fait partie de la voix de la Méditerranée. On va attendre un peu. Ok, très bien. Et si jamais il revient avec nous, on lui donnera la parole plus que volontiers. Peut-être qu'on poursuit maintenant avec Linda Bonnement. Oui, alors Madame Rimali, vous avez évoqué le dialogue en Méditerranée. C'est justement la Fondation Annaline travaille à promouvoir le dialogue en Méditerranée. Vous avez évoqué tout à l'heure la circulation de ces jeunes qui rêvent justement de cette Méditerranée unie. Et aujourd'hui, il se trouve que par la crise du Covid et par la crise
la crise qu'il y a en Europe aujourd'hui, justement, c'est très difficile. Cette circulation des jeunes est très difficile. Comment vous pouvez influencer ou vous pouvez impacter justement pour qu'il y ait davantage de rencontres dans la réalité et sortir du virtuel? L'équation est très compliquée parce qu'on a l'impression que le monde, justement, est en train d'évoluer plus vers le virtuel et moins vers le réel. Alors, est-ce qu'il y a cette prise de conscience et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter cette virtualisation, si j'ose dire, qui se globalise? Absolument, vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose de très important et qui a été un de nos soucis premiers. À partir du moment où j'ai été nommée, en tout cas, c'est quelque chose dont on a discuté avec les gens à l'Union européenne et ailleurs que j'ai pu rencontrer. Et il y a tout de suite eu cette réalisation, comme vous dites, qu'en fait, il y a une virtualisation, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus simple, c'est tellement moins coûteux, c'est tellement… et évidemment, c'est aussi… plus environnemental d'une certaine manière, mais enfin bon, je crois qu'il faut trouver un juste milieu entre respecter l'environnement et quand même s'assurer qu'il y ait des échanges de personne à personne. Et en tout cas, pour notre part, à la Fondation Annaline, c'est quelque chose que nous soulevons très souvent et à chaque opportunité avec le Conseil des gouverneurs, qui sont les représentants à la Méditerranée de tous les gouvernements des 42 pays. Donc, c'est quelque chose que nous soulevons régulièrement. Et je pense que, en termes d'action, ce qu'on peut faire, c'est justement continuer à essayer de faciliter ces rencontres et s'assurer qu'il y ait assez de rencontres, en tout cas chaque année, qui demandent aux jeunes de se rencontrer en personne. Je crois que la formule en ligne, la formule hybride est assez aussi, n'est pas porteuse de dialogue parce que, pareil, c'est très tentant de dire, oh, vous pouvez joindre ça en hybride, vous n'avez pas besoin de voyager. Bon, mais non, je crois que ces expériences de jeunes qui se retrouvent dans une autre culture, qui rencontrent l'autre, qui vivent avec l'autre et connaissent l'autre, apprennent à connaître l'autre, sont sans prix. Enfin, c'est quelque chose d'absolument qui change la vie de certains jeunes, qui change leur perspective. Et pour moi, c'est vraiment là l'essence, si on veut parler d'investissement et d'action, que ce soit par des programmes scolaires, par des programmes je sais pas, de camps d'été, comme on dit, ou de colonies de vacances, que ce soit par des programmes d'associations de jeunes, d'ONG, des programmes d'échange à n'importe quel sujet d'ailleurs. Ces opportunités sont absolument cruciales. Donc, en tout cas, en ce qui concerne la Fondation Annaline, il n'est effectivement pas question maintenant, même nous d'ailleurs, on essaye de mener par l'exemple, même nous maintenant, je crois qu'on a décidé que nos réunions à partir de maintenant ne seront plus hybrides, qu'il faut qu'on fasse tout en personne. Donc, voilà. La perception des gens du sud de la Méditerranée, on va dire, des jeunes en particulier, est quand même différente de celle du nord. Alors, justement, comment faire pour que les deux visions se rejoignent? Si on prend l'exemple de la guerre en Ukraine aujourd'hui, la perception de cette guerre est différente qu'on soit du nord ou du sud de la Méditerranée. Alors, comment rapprocher ces deux perceptions? C'est effectivement, mais là encore, il faut il faut continuer à parler, beaucoup de dialogue. Ce sont des perceptions, je dois dire, qui sont aussi liées à beaucoup de choses, qui sont liées à une certaine approche peut-être culturelle, mais aussi à une réalité économique qui est assez difficile de part et d'autre. Et n'oubliez pas qu'avec cette perception, et c'est quelque chose qu'il va falloir quand même, il va falloir parler et qu'il faudra attaquer à un moment ou à un autre, encore une fois de façon concrète. Il y a quand même cette perception, comme vous dites, très différente vous savez, des pays qui se voient en tant qu'agresseurs ou agressés. Ça dépend, hein, on se place en Méditerranée, vous avez raison. C'est toujours les civils qui paient le prix. Je crois qu'il y a des gens qui voient une résistance en Ukraine comme ils voient celle qui est en Palestine. On espère qu'il y aura suffisamment de gens qui respectent le droit, même en temps de conflit, pour justement aller au-delà de ça. Donc, mais ce qui est important, c'est que je crois qu'il y a aussi cette perception dans le Sud de ces deux poids, deux mesures, qui fait que c'est très, ça rend plus complexe peut-être
tout ce qui est discussion autour de cette tragédie qui se déroule devant nos yeux, malheureusement, en Europe. Et c'est quelque chose aussi qu'il va falloir adresser. C'est quelque chose je crois qu'on ne peut pas ignorer. Ben, si on prend l'exemple de l'assassinat de Shirin Abu al-Aql, par exemple, là, je voyais depuis donc cet événement, les réseaux sociaux se sont enflammés pour dire que les ONG et notamment RSF, par exemple, n'ont pas réagi de la même manière, que ce soit Rim Abu al-Aql ou d'autres journalistes occidentaux, on va dire. Donc, effectivement, il y a cette dénonciation de 2 poids, 2 mesures, même jusque dans la mort. Absolument, vous avez raison. Il y avait d'ailleurs un article aussi très intéressant de Gideon Levy qui parlait de ces 2 poids, 2 mesures, non seulement vis-à-vis de Shirin Abu Akleh, mais aussi vis-à-vis justement d'autres personnes qui ont été tuées, qui n'ont peut-être pas attiré autant d'attention parce qu'elles n'étaient pas journalistes internationales. Donc effectivement, il y a quand même un travail à faire de consistance peut-être. Et je crois que ça passe aussi justement, ça veut pas dire qu'il faut, je crois que ça montre à quel point il est important justement de continuer à discuter, de continuer à parler et de ne pas se retrancher dans ses positions. Et ça montre combien il faut que de part et d'autre, il y ait des gens qui soient à l'écoute et qui soient prêts justement à vraiment voir ces réalités en face et à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette dénonciation. Pourquoi est-ce que les gens ressentent ça de façon si forte? Pourquoi est-ce que les médias sociaux réagissent comme ça? Il y a quand même des raisons qui ne sont pas des raisons, enfin, que ça ne sort pas de nulle part. Et je crois que c'est quand même quelque chose, c'est un travail à faire. Et je crois que, encore une fois, le rôle des médias est très important pour faciliter cette communication. On espère aussi que les médias sociaux permettront plutôt justement une conversation plutôt que des débats dans des silos individuels et que chacun écoute seulement des gens vous savez, le dialogue, ça se fait avec des gens avec qui on n'est pas toujours d'accord. Hein, Oui, le dialogue, il faut être deux. Sinon, ça sert, oui, on ne peut pas toujours prêcher les convaincus, prêcher aux gens convaincus. Il faut donc vraiment faire un effort sur soi. Ce n'est pas facile, mais il faut absolument en parler. C'est très, très important. Et je crois que bon, c'est tragique et c'est triste en ce moment, mais je crois que c'est aussi enfin, je sais pas, je n'aime pas ce mot en ce moment avec ce qui s'est passé, mais peut-être une opportunité à saisir pour vraiment justement voir où le bas blesse et où on peut faire ce travail. Nous allons peut-être essayer de voir s'il y a des questions des participants au forum. Guillaume, il y a des questions? Oui, j'ai une question qui est un peu dans la continuité de vos échanges de la part de Mayada Chili de Radio Tunis, RTC, chaîne internationale. Mayada, est-ce que tu nous entends? Bonjour Mayada. Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez là? Oui, on t'entend Mayada, bienvenue. Oui, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout l'échange qui a eu lieu. Et ma question, elle est effectivement par rapport à ce qui a été dit, la dénonciation de ce meurtre qui a été commis. On a évoqué en ouverture de cette table ronde l'assassinat de la correspondante, la journaliste Shirin Abu Akleh. Et nous ne pouvons pas ne pas avoir une pensée justement pour elle et pour tous les journalistes qui se font tuer, et ne pas s'interroger surtout sur le silence sur le silence sur l'impunité et sur comment dirais-je, l'impunité, disons, qui accompagne ces crimes. Donc moi, ma question, je sais que la Fondation Anna Lindh travaille beaucoup avec les journalistes et a tout un programme dédié aux journalistes. Qu'est-ce que la communauté internationale ou qu'est-ce que des ONG ou des organisations internationales pourraient faire? Quel rôle pourrait-on jouer pour que, au moins, si ces crimes ne s'arrêtent pas, soient punis, qu'on puisse en parler? Et puis une deuxième question par rapport justement aux programmes qui sont dédiés aux journalistes. Comme je le disais, je sais que la Fondation travaille beaucoup avec les journalistes. Je me souviens qu'il y avait un programme qui s'appelait Reporters au-delà des frontières, qui réunissait les journalistes des 2 rives de la Méditerranée. Où en est ce programme aujourd'hui? Je sais que ça s'est arrêté avec la pandémie, mais est-ce que la Fondation compte justement reprendre ce genre de programme et réunir des journalistes des 2 rives de la Méditerranée pour échanger justement et pour travailler ensemble?
Alors, merci beaucoup. Vous savez, il faut quand même, je dois quand même préciser que la Fondation Anna Lindh est une fondation apolitique, donc qui n'est pas censée justement rentrer dans des considérations politiques. Cela dit, il y a des réalités. On est dans une région qui comprend une région sud de la Méditerranée. On ne peut pas faire abstraction des conflits, que ce soit des conflits palestino-israéliens, la réalité de l'occupation, on ne peut pas faire abstraction de la guerre, de l'invasion. Bon, l'Irak, c'est en dehors de notre zone, et du conflit qui se passe, qui s'est déroulé en Syrie et qui n'est pas tout à fait résolu. Tout ça est indispensable quand même pour comprendre cette différence de perception, pour revenir à ce que disait aussi Linda. Alors, on travaille effectivement beaucoup avec des journalistes. On fait des programmes de formation. Le programme de formation, le programme dont vous avez parlé, si je ne me trompe pas, c'était un programme qui avait aussi donné des prix à des journalistes justement qui faisaient des reportages justement sur la diversité et les questions interculturelles. C'est un programme effectivement qui a été un peu suspendu. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été suspendues pendant cette pandémie, malheureusement, mais c'est absolument quelque chose qu'on veut voir revenir, qui est très important. Il y a énormément de façons justement d'encourager justement des journalistes de parler de certaines perceptions, de parler de ces problèmes. À noter aussi qu'on a fait lors du Forum des mondes méditerranéens aussi un panel sur la perception dans les médias sur le problème des réfugiés, comment les réfugiés sont perçus dans les médias. Et je crois que ça, ce sont des sujets qui sont épineux mais importants à adresser. Donc, c'est quelque chose effectivement qui va revenir. Et il y a aussi un nouveau volet maintenant, puisqu'on parle de médias, on va beaucoup travailler aussi sur l'éducation aux médias, qui est aussi très importante parce que ça permet aux jeunes et même aux enfants, enfin aux gens plus jeunes, d'avoir une sorte de prendre conscience de comment discerner peut-être toute cette information qui inonde nos téléphones, nos laptops, tout ça, et d'apprendre un petit peu à voir tout ça avec un esprit critique. Alors, j'avais une question de mon côté. J'en profite puisque je suis avec vous. Vous avez dit la Fondation Anna Lindh est évidemment apolitique. Il y a une dizaine d'années, un de vos prédécesseurs dans cette fondation, M. Azoulay, formulait beaucoup d'espoir dans ce que l'on appelait à cette époque-là les printemps arabes. Est-ce qu'aujourd'hui, ces espoirs-là, c'est-à-dire que le fait que l'Europe puisse comprendre ce qui s'est passé dans ces territoires, que ces mêmes territoires aient installé ou instauré d'autres modes de fonctionnement dans la société, est-ce que ces espoirs-là sont encore présents ou est-ce qu'il y a du travail, on va dire? Écoutez, vous savez, ça, c'est aussi une conception très des printemps arabes. Je ne sais pas si on peut parler de printemps dans tous les pays. En Syrie, il y a eu quand même un bain de sang, c'est pas très printanier. Je sais pas, enfin, donc peut-être que je formulerai, je comprends ce que vous voulez dire, je formulerai peut-être ça de façon un petit peu différente. Est-ce qu'il y a eu les changements qui étaient peut-être espérés, les réformes qui étaient attendues effectivement à ce moment-là, que les jeunes sont descendus très clairement dans les rues en Égypte, en Tunisie, on a vu ça, demandant des réformes très claires, demandant aussi, intéressant, des réformes dans les médias, justement, de pouvoir avoir des voix qui les représentent et non plus des médias gouvernementaux qui parlent pour eux. Donc, il y a eu énormément de choses qui ont été demandées. Il y a des choses qui ont été acquises. Il y a des choses qui ont été réalisées, mais évidemment, c'est inégal. Je ne sais pas aujourd'hui si on fait un bilan, si on peut dire que quelque chose a été réalisé. Je crois qu'on est encore en pleine transformation. Je crois qu'on est encore en plein changement, en pleine transition. Il y a des choses qui, comme j'ai dit, qui se font. On voit quand même des différences d'attitude de certains gouvernements. On comprend maintenant, je crois que beaucoup de gens ont compris qu'on ne peut pas ignorer cette jeunesse, qu'on ne peut pas ignorer ces demandes, on ne peut pas ignorer les voix. Mais je crois que c'est quand même important de continuer, disons, ce travail. Vous savez, les sociétés sont constamment en évolution
Et je crois qu'il y a aussi effectivement des choses encore à changer. Il y a des pays démocratiques, il y a des pays en transition démocratique, il y a des pays démocratiques où la démocratie est en crise. Je parle dans toute notre région Euromed, là, hein. On a vu ça, je crois, justement, avec cette montée un petit peu aussi des extrémismes un peu partout, y compris en Europe. La Fondation Anna Lindh est apolitique, effectivement. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas position, surtout quand le droit est bafoué. Je rejoins un petit peu ce que disait la journaliste tunisienne qui m'a posé la question tout à l'heure et qui parlait de Shirin Abu Akleh encore. C'est quelque chose qui a vraiment choqué notre région et on va entendre, je suis sûre encore, et j'espère qu'on va continuer à entendre des choses à ce sujet parce que on peut pas, le silence n'est pas une solution non plus. Guillaume Ortou-Compion, je crois que nous avons des questions. Oui, oui, excusez-moi. Oui, on a une question. Je vais passer la parole à Adil Essaadeni de l'association Racine. Bonjour Adil, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, bonjour madame. Je suis Adel Essaadeni, je suis directeur d'une association qui s'appelle Racine, qui travaille par la culture pour un peu de démocratie, pour le dire très, très brièvement. En fait, ma question est très simple. Vu la position de la Fondation Anna Lindh, qui peut être un joli intermédiaire entre les États et la société civile. Vu l'impression que peut avoir la société civile parfois, elle est un peu trop courtisée en ce moment, je trouve, et la fâcheuse impression qu'elle peut avoir qu'on la courtise un peu pour légitimer, crédibiliser des décisions qui sont déjà prises. Comment la Fondation, qui encore une fois peut être un pont heureux entre la société civile et les gouvernements, peut travailler à établir un climat de confiance. Parce que nous savons que la situation de la liberté d'association, de réunion, de manifestation, d'expression n'est pas très joyeuse dans les pays du Sud, par exemple. Oui, comme on disait tout à l'heure, je vous remercie pour votre question. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, tous les pays n'ont pas les mêmes systèmes, les mêmes règles, les mêmes, en plus d'avoir des cultures différentes. Donc, il y a effectivement des niveaux différents peut-être de mobilisation de société civile dans les différents pays. Alors, effectivement, comme vous avez dit si bien, la Fondation la Fondation a été créée pour être ce pont, puisque justement notre Conseil des gouverneurs sont les représentants de tous les États et que nous travaillons de près avec les sociétés civiles. Alors, comment faire ça? Je vous rassure, à la Fondation, on n'est pas naïf à ce sujet. On est absolument conscient des contraintes qui existent de part et d'autre. En même temps, on pense qu'il y a toujours moyen justement de voir réaliser des changements et on croit que quand même, effectivement, pour nous, il ne s'agit pas justement comme vous dites, de crédibiliser des décisions gouvernementales en utilisant la société civile. Au contraire, on essaye autant que possible de vraiment écouter, être à l'écoute et aussi vous faire réaliser, donner les moyens à ces associations, à ces jeunes de réaliser leurs actions en les soutenant et en obtenant justement des gouvernements, des gens qui nous sponsorisent peut-être, justement de soutenir avec nous leurs initiatives, des initiatives qui sont quand même décidées et imaginées par des jeunes ou des mouvements de société civile. Donc, dans notre cas, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de faire la chose. Je comprends qu'il y ait effectivement ce souci, hein, et c'est probablement le cas dans certains scénarios, je ne sais pas, mais à la Fondation Anna Lindh, en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour que ce soit l'inverse, hein, pour que ce soit vraiment les réseaux qui nous disent partout où ils ont besoin de quelque chose. Je vous donne un exemple, quelque chose qui nous a frappé récemment. Et alors, c'est quelque chose qu'on a entendu de la part des réseaux et que nous avons porté ensuite aux gens dans nos discussions avec des gouvernements, des gens de l'Union européenne. Il y a une chose qui concerne énormément les jeunes en ce moment. Je crois que tout le monde a pris conscience de ça, c'est que
après la pandémie, il n'y a pas seulement besoin, comme on disait avec Linda, de faire revenir ces échanges en personne, il y a aussi un travail à faire pour tout ce qui est psychologie. Après la pandémie, il y a énormément de souffrances psychologiques parmi les jeunes qui est issue de cette pandémie. Et c'est frappant de voir que justement, la plupart des ONG avec lesquelles on a parlé, que ce soit ici ou dans d'autres pays, il y a une chose en commun qui revient, c'est qu'ils veulent faire des programmes pour aider les jeunes à surmonter ces problèmes psychologiques qui sont issus de ces 2 ans de pandémie, d'isolation, de crainte, d'incertitude qu'ils ont tous vécu. Et c'est quelque chose, je crois, qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Et c'est des choses justement qu'on a réalisé qu'effectivement, comme c'est une demande, hein, et donc ces demandes doivent être honorées autant que possible par les gens qui ont les moyens et par les gens qui peuvent les soutenir. Merci beaucoup. J'ai encore 1 ou 2 questions. Je vais donner la parole à Xavier Marquet de TV5 Monde et de l'émission Maghreb Orient Express qui a une question pour vous. Bonjour Xavier, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour votre participation. Bonjour madame, quel est le prochain événement non virtuel qui sera organisé par la Fondation? Est-ce que vous pouvez nous donner déjà une date? Est-ce que vous avez aussi une indication concernant la thématique retenue? Vous avez parlé beaucoup de la jeunesse, des médias, de l'environnement. Voilà, j'imagine que vous êtes sûrement en train d'y réfléchir, mais on aimerait bien avoir quelques indices. Alors, on est en train de préparer en fait un forum méditerranéen. Je ne peux pas vous annoncer de date pour le moment, mais on espère pouvoir faire quelque chose avant la fin de l'année, si c'est possible, si tout va bien. Sinon, ce sera début 2023. Donc, ça serait, vous savez, les forums méditerranéens rassemblent énormément de jeunes de différents rassemble énormément d'associations avec différentes choses. En termes de thèmes, je vais vous dire, il y a certains thèmes qu'on est en train de suivre en ce moment. Certainement, les changements climatiques font partie de ces préoccupations parce qu'il faut aussi se rappeler que les changements climatiques sont intimement liés au problème de réfugiés et que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer dans notre région, qui est très importante. Mais pour vous donner des choses précises, je dois vous dire que je ne peux pas vous donner quelque chose de très précis pour le moment. Il y a une activité aussi qu'on est en train de, disons, de développer, de promouvoir. Il y aura le jour de la Méditerranée. C'est le 28 novembre. Et là, on est en train de travailler avec différentes associations et on est en train de leur envoyer de formuler, disons, des idées, en particulier des événements culturels qui peuvent marquer justement la diversité par la musique, par l'art, tout ça, à savoir qu'on fait la distinction, il n'y a pas que… les événements culturels ne sont pas que des loisirs, hein, c'est des événements culturels à proprement parler. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Cela dit, toute l'année, on a d'autres programmes. Hein. On a des programmes qui ne sont pas aussi grands que le Forum méditerranéen qui rassemble justement des jeunes des 42, en principe, des 42 pays, si possible. On travaille toute l'année sur des programmes différents. Il y a énormément de programmes, par exemple, sur les femmes migrantes. Comment est-ce qu'on peut les insérer professionnellement? Là, récemment, il y a eu un programme qui s'appelle NAME, New Actions for Migrant Women, qui justement les aide à s'insérer dans la société en Danemark, en Italie, à Chypre, en Lituanie. On a tout le temps des programmes là-dessus. Ça, c'est vraiment c'est quelque chose de constant. Il y a aussi des concours de livres, de nouvelles, où on va rassembler des nouvelles écrites par des femmes réfugiés justement sur leur expérience. Enfin, je sais pas, je peux vous citer tellement d'exemples. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se font de manière régulière. Et il faut se rappeler que quand on parle d'intégration et de dialogue, autrefois, on parlait surtout de dialogue entre pays. Maintenant, je crois qu'on a vu qu'il y avait un grand besoin aussi de parler de dialogue, d'insertion, d'égalité à l'intérieur, au sein des pays mêmes et des sociétés de chacun de ces pays. Et c'est quelque chose aussi sur lequel nous travaillons beaucoup. Merci beaucoup. On réessaye avec Thierry Pardy qui n'a pas pu poser sa question tout à l'heure. Est-ce qu'on t'entend?
Essaye, on voit. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend pas très bien, mais on t'entend. Donc, essaye de Est-ce voir. que vous m'entendez? Moi, je vous entends très bien, Ah, si vous ça y est, on t'entend m'entendez. bien maintenant. Si, ah ben voilà, mais moi, je vous entends parfaitement bien. Bonjour, Madame la Présidente. Merci donc pour cette superbe participation à ce webinaire. Je voulais vous poser une question par rapport au territoire insulaire méditerranéen, par rapport à toutes ces îles méditerranéennes qui ont des histoires, qui ont des cultures, qui ont des langues toutes différentes et qui ont une importance majeure pour la vie en Méditerranée. Je voulais savoir, selon vous, quel rôle peuvent avoir dans l'avenir encore plus ces îles de Méditerranée dans le cadre des dialogues et des échanges interculturels que vous avez le plaisir de promouvoir et de mettre en avant au sein de votre association. Mais je vous remercie pour votre question vraiment très pertinente et très intéressante, parce qu'en fait, on pense jamais justement à ces îles. Et en fait, ces îles, finalement, je crois, si je ne me trompe pas, enfin, historiquement, ont quand même toujours eu des rôles de pont, finalement. Parce que ce sont des endroits qui sont d'une richesse culturelle, d'une diversité culturelle, qui ont été traversés, abordés à travers l'histoire, justement par tous les gens qui vont du nord au sud, d'est en ouest. Enfin, c'est quand même des endroits d'une richesse qu'il ne faut absolument pas négliger. Et je crois qu'effectivement, elles ont un rôle, et les habitants de ces îles ont des rôles très importants à jouer en tant que ce sont des ponts culturels. Regardez par exemple Malte, peut-être aussi la Corse, d'autres îles en Espagne et ailleurs. Enfin, ce sont des endroits où justement on retrouve. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord. Ici, on vient de coins différents de la Méditerranée. Quand on va dans une île comme ça, on se retrouve tous un petit peu chez soi finalement, parce qu'on retrouve des bouts de notre culture. En même temps, on retrouve ce qu'il y a de différent. Donc, je crois que c'est une richesse absolument à développer, et peut-être effectivement qu'il faut leur donner un rôle un peu plus important, et les mettre un petit peu en avant. C'est une idée peut-être à élaborer. Une question avant d'arriver au terme de cette émission, si vous voulez bien. La fondation est une fondation d'essence, de naissance euro-méditerranéenne. Aujourd'hui, l'Europe est en plein questionnement, en plein peut-être aussi repositionnement. Je parle là de ses priorités peut-être politiques, et on sait que quand le politique prend le dessus, le culturel souffre un petit peu. Est-ce que cela peut vous inquiéter? On parle de repositionnement de priorités de financement liées bien sûr à la guerre en ce moment en Ukraine. Est-ce que cela peut vous inquiéter pour le soutien de la part de l'Europe pour les projets à venir? Absolument, c'est quelque chose aussi sur lequel on vient d'avoir justement quelques réunions internes avec notre directeur et avec certains de nos partenaires. C'est quelque chose qui nous inquiète absolument. D'abord, justement, il y a une attention des médias qui est focalisée effectivement sur le conflit en Ukraine, qui est absolument le conflit est tragique, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a énormément d'autres choses qui sont négligés, d'autres conflits, d'autres problèmes qui sont négligés. Et aussi, c'est donc ce dont je parlais un petit peu tout à l'heure, on remarque aussi, ça a un peu peut-être fait ressortir ces questions de deux poids, deux mesures. Un réfugié de couleur n'est pas traité de la même manière qu'un réfugié blanc aux yeux bleus. Et je crois que ça a été quelque chose d'absolument de très inquiétant pour tout le monde. Cette réalisation que justement, c'est deux poids, deux mesures flagrants. Le fait qu'un journaliste tué en Ukraine prend plus de place qu'une journaliste tuée en Palestine. Bon, ça, les gens ne sont pas dupes, les gens le remarquent, les gens le voient. Ensuite, il y a la question justement de moyens, et on continue à parler de nécessité de dialogue. Le Sud est quand même un endroit très important. Il ne peut pas y avoir de dialogue méditerranéen sans le Sud. Or, justement, c'est un Sud qui a besoin, qui a besoin de dignité humaine, qui a besoin justement on ne peut pas faire du dialogue si on n'a pas des partenaires qui sont sur le même pied d'égalité.
peut pas faire de dialogue si on n'a pas si on a justement de poids, de mesure. Il faut faire un dialogue avec des partenaires qu'on traite équitablement. Il faut faire ça, il faut développer ça justement de face et on les traite équitablement quand justement les fonds qui sont déversés pour une situation de conflit sont aussi déversés dans une autre situation de conflit, vous voyez. Donc, il faut quand même qu'il y ait des actions qui reflètent ça. Et effectivement, c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup. Et je crois qu'en ce qui concerne la Fondation, on va faire tout ce qu'on peut pour continuer à attirer l'attention sur nos besoins, sur les besoins de notre région, sur le fait que ce n'est pas parce qu'on n'est pas en Ukraine qu'on n'a pas des besoins. Enfin, et encore une fois, sachez que je ne cherche absolument pas à minimiser cette tragédie qui se déroule en Ukraine et dont tout le monde est absolument choqué. Mais ce qui se passe aussi, il y a des conflits quand même dans notre région qui méritent d'être suivis et il y a une société civile, il y a des gens qui ont besoin aussi de soutien, des gens qui s'échappent de conflits, qui ne sont pas que de conflits ukrainiens, qui ont besoin d'asile, qui ont le droit d'asile, qui ont le droit de vivre une vie quand même en sécurité, comme partout. Et donc ça, quand même, c'est très important. Et donc, s'il y a un petit peu d'argent d'un côté, il faudrait qu'il y ait aussi un petit peu de fonds pour soutenir tous les gens qui fuient les conflits, pas seulement ceux qui fuient un conflit dont on est choqué parce qu'il est en Europe et que c'est plus près de nous et que les gens sont de couleur blanche. Enfin, il y a quand même des gens qui fuient des conflits absolument tragiques qui ont, selon en tout cas les déclarations de droits de l'homme partout, aussi le droit de vivre en sécurité. Il faut qu'il y ait une continuité dans ce soutien et pas l'arrêter justement au fil des événements. Cette continuité est très, très importante. Donc, je vous remercie d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, c'est crucial en ce moment. Guillaume, je crois que nous avons une question pour finir. Nous avons perdu Guillaume Ortho-Campion. Excusez-moi, j'étais en train de parler, je pensais que j'avais le micro ouvert. Oui, j'ai une dernière question de la RAI de Daniele Guido-Guessa. Je vais la transcrire puisqu'il y a un problème de micro a priori. Il voulait savoir en fait de comment les jeunes et l'utilisation des médias sociaux est-elle un obstacle ou une opportunité pour les jeunes, notamment avec la dimension des fake news. Et on voit qu'aujourd'hui, avec les oppositions qui se créent en termes de circulation de l'information et qui polarisent un petit peu les différents positionnements des jeunes notamment. Absolument, c'est quelque chose qui est aussi c'est quelque chose qu'il faut absolument attaquer. Et je crois que là, il y a énormément. D'abord, il faut peut-être utiliser ces médias sociaux pour l'opportunité qu'ils offrent, justement. Il y a des obstacles, on les a vus, on sait qu'il y a effectivement, enfin, moi, ce que je vois comme obstacle, c'est que parfois, on a tendance à rester dans des silos, hein, on a tendance justement à dialoguer, à parler au sein de médias sociaux avec des gens qui sont d'accord avec nous. Or, il faut utiliser ces médias sociaux comme ponts, comme des ponts de conversation, comme des ponts de dialogue, justement. Il y a des tas de choses bien qui ont été réalisées grâce à ça. J'ai vu une émission récemment où il y avait des gens d'un milieu très conservateur qui refusaient absolument d'accepter l'idée d'autres. Enfin, il y avait énormément de problèmes et en fait, ils ont été approchés à travers des médias sociaux par quelqu'un qui leur a tendu la main et qui leur a dit « mais parlons-nous ». Et c'est à travers les médias sociaux par Twitter, en fait, qu'ils ont réussi un petit peu à dialoguer et qu'ils ont réussi à trouver finalement des endroits, enfin des choses en commun qui leur ont permis de parler. Donc, il faut utiliser les médias sociaux quand même, enfin, les utiliser plutôt comme opportunité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il est certain que
ce n'est pas toujours évident et qu'il y a énormément de choses, il y a des fake news, il y a ce qui est répandu. C'est pourquoi le travail que nous faisons à la Fondation Annaline, ou que nous sommes en train de planifier en ce moment d'éducation aux médias, je crois, sera très important. C'est quelque chose que nous avons commencé, en tout cas, je sais que ça existe déjà dans plusieurs pays européens sur la rive nord et dans d'autres pays de la rive sud. En tout cas, en Jordanie aussi, on a commencé à faire ça beaucoup. Et il est important aussi d'éduquer les jeunes à discerner, à approcher tout ça avec un esprit critique. Et je crois que c'est là la solution. Pas fermer les médias sociaux, il ne faut pas les arrêter parce qu'on a peur et parce qu'effectivement, il y a un risque de problème. Il faut au contraire les utiliser comme opportunité et former les jeunes à savoir les utiliser responsablement, à savoir les utiliser justement pour dialoguer et pour se parler et pour construire quelque chose ensemble plutôt que de se retrancher dans ces positions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de Jérôme, Linda, Dina, avant de passer la parole éventuellement à Franck pour la conclusion? Juste pas une question, mais une proposition, madame, si vous permettez. Nous sommes autour de ce mésé-là, de cette table, plusieurs collaborateurs de cette belle émission que j'évoquais, qui est Kantara. Peut-être un jour, notre équipe pourra, de cette façon, ou alors en présentiel, comme l'on dit maintenant, venir auprès de l'autre travail qui est votre école de journalisme, venir présenter notre travail hebdomadaire qui dure depuis longtemps, pour échanger et faire connaître notre métier aussi, parce que c'est un métier particulier d'échanger entre gens de radio, entre journalistes de Méditerranée, le faire de façon concrète pour avancer tous ensemble. Absolument. Alors, c'est une formule formidable, d'ailleurs, que j'ai vraiment pris plaisir, en tout cas, à échanger, à parler, à réfléchir. Ça m'a fait réfléchir aussi à des choses nouvelles. Et absolument, je serais ravie. Alors là, si vous pouvez venir, soyez les bienvenus. Dès que vous êtes prêts, on organise ça et on vous reçoit à bras ouverts, sans problème. Merci à vous, merci à l'ensemble des journalistes qui ont animé ce débat, ceux qui sont derrière leur écran. Vous le disiez, rien de mieux que le présentiel. C'était une provocation, le nom du Médzé. Vous le savez, on en avait discuté. L'idée, c'était que pendant cette pandémie, on mette tous les mains dans le même plat et partager, évidemment. La COPEAM, Radio France, s'associera toujours à ce que vous faites, vous soutiendra. On mettra les moyens nécessaires aussi pour vous soutenir. Vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire. Merci. Nous allons retrouver notre quotidien maintenant. Il nous arrivera certainement de vagabonder, d'être peut-être de temps en temps en errance intellectuelle et de penser à ces grands noms comme Akhenaton, comme Platon, Sénèque, ou bien en Afrique du Nord, je pense à Davicenne ou à Averroès et bien d'autres. En fait, on va peut-être aussi rêver entre nations, serait qu'un souvenir, je pense, aux frontières, que ces frontières symbolisent. Être libre, c'est aussi penser sans frontières. Les étapes demeurent animées par un vrai désir, là où certains montent des murs entre nos régions de Méditerranée. Nous nous éclairons depuis toujours avec la lumière de notre mer commune, où sont nés nos rêves, nos interrogations essentielles au dialogue, au partage. Alors oui, laissons-nous guider par ce plat, cette nourriture céleste et terrestre qui sont les mezzés méditerranéens. Permettez-moi au nom de tous de vous souhaiter un bon appétit. Néanmoins, l'amertume reste là au vu de la situation et nous dédions cette émission à notre consoeur qui a perdu sa vie hier matin. Merci encore à toutes et à tous. Merci encore à vous, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. L'émission donc sera envoyée en format téléchargeable à tous les participants et ainsi qu'aux radios et aux télévisions membres de la COPEAM. Merci beaucoup pour votre participation. Un petit rappel que le 24 juin prochain, à Sofia, la COPEAM organise sa conférence annuelle autour de la thématique justement du rôle des médias dans le maintien de la paix. N'hésitez pas à avoir plus d'informations sur le site de la COPEAM, copeam.org, et on reste à disposition. Et à très bientôt pour un nouveau numéro de Mezzé. Merci beaucoup à vous. Vraiment, c'était un plaisir. Je vous attends de pied ferme donc en Jordanie. Mes étudiants seront ravis.
et apprendront beaucoup de vous. Voilà. On sera là. Merci. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. C'était un plaisir.